Bonsoir à tous, Youssef, bonsoir à tous, et bienvenue pour ce premier numéro de Parole d'honneur radio. Alors, c'est une toute nouvelle formule qu'on vous propose, en plus des QG décoloniaux que vous connaissez déjà. Voilà comment ça va se passer. Un dimanche sur deux, on va décortiquer ensemble l'actualité chaude de ces dernières semaines, de 18h à 19h30, toujours à partir d'un point de vue résolument décolonial et antiraciste. Alors, pour cette première, nous avons choisi de consacrer l'émission à l'islamophobie qui a fait la semaine dernière pas moins de 50 morts et 50 blessés lors des terribles attentats commis à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est une tragédie qui a beaucoup affecté la communauté musulmane à travers le monde et de manière plus particulière en France puisque le terroriste en question a explicitement mentionné la France comme étant le pays où il a été formé à cette idéologie raciste et mortifère. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi Jawad Bachar, directeur du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. J'ai aussi le plaisir de recevoir Hassina Meshaï, journaliste, fondatrice du média Echo et co-autrice avec Siem Zine du livre Le coup d'État permanent. Et enfin Hugo Paletta, sociologue, directeur de publication à Contretemps, militant dans la gauche radicale et auteur dernièrement du livre La possibilité du fascisme. Je recevrai ensuite pour un entretien l'un des deux réalisateurs du film Soumaya, Wahid Khan, avec qui nous reviendrons sur le film en lui-même, mais aussi sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour sa diffusion. Et enfin, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés comme chroniqueur Youssef Boussouma, historien et militant pour les luttes de l'immigration. Donc merci à vous d'être présents et d'avoir surtout accepté mon invitation pour cette grande première de Parole d'honneur radio. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite revue d'actualité. Alors, si je vous dis Nick Conrad, est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelqu'un connaît ici Nick Conrad? Ouais, c'est celui qui avait fait une chanson sur Voilà, qui a été c'est taxé ça, de voilà. racisme anti-blanc. Donc Nick Conrad, c'est le rappeur qui a défrayé la chronique. C'était en septembre dernier avec son morceau sulfureux et sobrement intitulé Pendez les blancs. Ce morceau contenait des paroles, il faut le dire, d'une grande violence et surtout il était accompagné d'un clip aux images pensées pour choquer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son coup puisque des associations comme la LICRA et la Griffe ont porté plainte contre le rappeur. De son côté, Nick Conrad s'était expliqué sur le sens de son clip. Le rappeur avait ainsi déclaré vouloir créer un choc et montrer ce que l'homme noir avait vécu, cela en inversant l'histoire de la persécution des Noirs par les Blancs. Alors, le 19 mars dernier, Nick Conrad a été condamné à 5 000 € d'amende avec sursis, mais aussi a versé 1 000 € de dommages et d'intérêts aux deux parties civiles, c'est-à-dire la LICRA et la Griffe. Bien entendu, Nick Conrad va faire appel, mais en attendant, deux choses m'interpellent dans cette affaire. La première, c'est que Nick Conrad doit verser de l'argent à la Griffe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette association, son nom complet va vous donner une petite idée de qui ils sont. Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Une organisation d'extrême droite connue par ailleurs pour la chanson qu'elle voue à l'Algérie française. Bref, si on résume un peu l'affaire, on a là un homme noir condamné par la justice française à verser de l'argent à une association que beaucoup considèrent comme raciste. Et enfin, le deuxième point, c'est qu'on est dans un pays qui se targue de promouvoir la liberté d'expression, qui prétend apprécier l'art subversif, mais qui semble mal apprécier celui des artistes non blancs. Parce que Nick Conrad est loin d'être le premier. Il rejoint au contraire la longue liste des rappeurs non blancs poursuivis par la justice, comme si la production artistique d'un noir ne pouvait être lue qu'au premier degré, réduite à un seul niveau de lecture, et le sens politique qu'elle porte réduite lui-même à de la simple provocation. Toi, Youssef, qui est un grand amateur de rap, j'en suis sûr, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? D'abord, oui, deux petites remarques.
Bon, la première, c'est ce que tu as mentionné, l'association qui va recevoir, qui est censée recevoir cet argent de ce rappeur. Tu l'as dit, c'est pas une association banale, c'est une association qui est née dans les suites de la guerre d'Algérie, du mouvement Occident, une organisation vraiment ultra-fasciste. Et Bernard Antony, son fondateur, qui trouvait que le Front National était trop modéré, est parti du Front National et puis a fondé entre autres donc la Griffe. C'est une association avec laquelle on a eu maille à partir parce qu'elle a porté plainte contre nous, contre le Parti des indigènes de la République, et nous avons gagné notre procès, tous les procès, même les appels, etc., à partir d'une expression de Rouya Boutelja, la fameuse expression sous chien. Ils avaient cru bon déceler là-dedans un racisme anti-blanc, etc. Bon bref, alors d'abord, il est absolument incroyable que cette association se porte partie civile, une association de ce genre, qui est connue aussi pour son dédain des femmes, avec notamment Bernard Antony est parti du Front National, entre autres, par rapport à la question de l'avortement. Il trouvait que le Front National était trop modéré sur refus. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a ça d'une part, et puis d'autre part, concernant le rappeur lui-même et le fond de l'affaire, c'est-à-dire que les Noirs, pendant des années clament que leur histoire est ignorée, leur histoire est méprisée, et pas que les Noirs d'ailleurs, et tous ceux les vrais antiracistes, on ne les écoute pas. Donc ce rappeur a pratiqué ce que tout le monde a toujours pratiqué lorsqu'on veut attirer l'attention, un aspect un petit peu provocateur. Provocateur un petit peu, effectivement, on dit les choses, on va les dire autrement, ce que les surréalistes faisaient, tout le mouvement surréaliste a agi ainsi, parce que c'est une provocation salutaire, qui est faite pour secouer les consciences. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc il est absolument inadmissible, d'abord au regard de la liberté d'expression, qu'il soit traîné devant les tribunaux. Ceux qui devraient être traînés devant les tribunaux, ce sont ceux qui, depuis des années, sont dans le déni total des souffrances infligées aux Noirs, et entre autres par rapport à l'esclavage, et pas uniquement par rapport à l'esclavage, puisque cette négrophobie se poursuit aujourd'hui et très largement. D'accord. Donc maintenant, on ne va pas parler de condamnation, mais plutôt de dissolution, avec le décret ministériel daté du 20 mars 2019, donc il y a quelques jours, et portant sur la dissolution de 4 associations. Le Centre Zara France, la Fédération chiite de France, le Parti antisioniste et France Marianne Télé. 2 raisons ont été invoquées pour justifier cette dissolution. Tout d'abord, les associations en question diffuseraient une idéologie appelant à la haine et à la discrimination en incitant à la destruction d'Israël. Ensuite, elles ont été accusées d'apologie du terrorisme car elles soutiendraient des organisations terroristes et appelleraient au djihadisme. Alors, qu'on soit clair, on peut n'avoir aucune sympathie ni affinité avec ces mouvements, ce qui est personnellement mon cas, mais leur cas devrait nous interroger sur deux points. Alors, premièrement, on pourrait légitimement se demander si, tiens, est-ce que ce n'est pas la suite logique des déclarations récentes de Macron dans lesquelles il voulait intégrer l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme, laissant ainsi la porte ouverte à une pénalisation de l'antisionisme. Par ailleurs, il se trouve qu'en l'occurrence, cette dissolution concerne des associations que la grande majorité des personnes réprouvent. Mais au regard de la dérive autoritaire que semble prendre le gouvernement Macron, et nous l'avons encore constaté hier avec la mobilisation de l'armée pour encadrer la manifestation des Gilets jaunes, est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter de la possibilité que ce décret ouvre la voie dans les prochains mois à d'autres dissolutions visant cette fois-ci des organisations pour lesquelles nous avons davantage de sympathie? Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo Paletta? Globalement, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir aucune sympathie pour ce type d'organisation pour penser, en tout cas c'est mon cas, que de toute façon ce genre de dissolution n'a aucune efficacité pour lutter contre, y compris des idées qui nous débectent. Même sur les organisations globalement, j'aurais d'extrême droite, je ne suis pas pour les dissolutions. Je pense que c'est une manière de ne pas les combattre ou de prétendre qu'on les combat à travers des dissolutions d'État, mais en réalité, le combat se mène autrement. Il se mène politiquement, il se mène en convainquant, etc. Mais ce genre de dissolution, y compris parfois, peut renforcer des ennemis que l'on prétend affaiblir par ce moyen-là. Et puis par ailleurs, ça peut ouvrir effectivement à d'autres dissolutions. Ça légitime, ça banalise la pratique qui consiste pour l'État à décider de qui a le droit ou non à la parole, qui a le droit de bénéficier des libertés publiques, de s'organiser, d'organiser des événements publics, etc. Donc ce n'est jamais en réalité une bonne nouvelle.
Vous, Hassina Meshaï, vous avez publié un article hier sur les dérives autoritaires pour les manifestations des Gilets jaunes par rapport à la mobilisation de l'armée. Est-ce que vous pensez que cette dissolution, par exemple, ça rentre aussi dans cette idéologie un peu autoritaire qui se met en place? Je dirais, en tant que juriste, parce que ma formation première est juriste, qu'effectivement, on a l'impression que ce gouvernement fonctionne par à-coups. Un peu, comme dirait Naomi Klein, par stratégie du choc. Un petit ballon d'essai, on voit la réaction. Et si la société civile réagit, s'il y a quelque chose qui prend, il y a un recul qui se fait. On a vu ça avec le déploiement de l'armée. Donc je n'ai pas vraiment suivi cette histoire de dissolution d'association, mais je le vois effectivement comme une espèce de ballon d'essai qui peut s'étendre si il n'y a aucune réaction. D'accord. Maintenant, on va parler de Idai. C'est le nom du cyclone meurtrier qui a touché le Mozambique et le Zimbabwe dans la nuit du 14 au 15 mars et qui a fait, pour le moment, près de 300 morts, mais selon les estimations, on pourrait atteindre le millier de morts. Alors au Mozambique, le pays le plus durement frappé, pas moins de 600 000 personnes ont été touchées par le cyclone et les inondations et 400 000 personnes ont dû être déplacées. Alors c'est une crise humanitaire sans précédent et selon le Programme alimentaire mondial, 1,7 million de Mozambicains vont avoir besoin d'assistance. Alors, quand il s'agit des catastrophes naturelles, on a un peu tendance à voir ça comme quelque chose d'inévitable, un coup du sort malheureux contre lesquels les responsables politiques ne peuvent rien. Mais s'il est effectivement impossible de stopper une catastrophe naturelle, nous savons que nous avons les moyens d'en limiter drastiquement les conséquences, que ce soit dans les pertes matérielles, mais surtout humaines. Or, dans le cas présent, il me semble qu'on peut trouver des responsables à l'ampleur de la catastrophe. À titre d'exemple, un journal du Zimbabwe a pointé du doigt ses dirigeants politiques parce qu'ils auraient été trop indifférents au changement climatique et n'auraient pas assez prévenu la catastrophe ni sensibilisé la population au risque. Mais là aussi, il faut aussi poser clairement la question. Quelle est la part de responsabilité des pays du Nord dans les catastrophes qui touchent les pays du Sud? On sait tout d'abord que le système de domination économique des pays du Nord sur le Sud empêche ces derniers de se doter d'infrastructures qui permettent d'assurer une plus grande résistance face aux catastrophes naturelles, mais on sait surtout la lourde responsabilité de l'Occident dans le changement climatique qui multiplie et ne va cesser de multiplier le nombre mais aussi l'intensité des catastrophes naturelles. Donc, Hassina Meshaï, est-ce qu'on peut là parler d'une forme de responsabilité de l'Occident? Déjà, j'interrogerais le mot naturel, parce que dire que c'est une catastrophe naturelle, il y a une forme presque de fatalité. On ne peut pas lutter contre cela. Donc la naturalité de cette catastrophe me semble très suspecte. Et du coup, je poserais effectivement la question de savoir si la désertification de certaines parties de l'Afrique que j'ai pu moi observer n'est pas, n'est pas le contre-coup, le résultat de choses dont les Africains sont absolument innocents. Voilà. Et enfin, on va terminer sur une note plus joyeuse et pleine d'espoir. Cela dure depuis un mois et ce dimanche encore, la diaspora algérienne s'est rassemblée sur la place de la République à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France, pour exprimer sa solidarité vis-à-vis de ses compatriotes algériens qui, en Algérie, manifestent massivement contre le pouvoir en place. Pour rappel, les manifestations avaient été déclenchées suite à l'annonce de la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Il y a 2 semaines, ce dernier avait annoncé retirer sa candidature des élections, mais en reportant cette dernière à une date indéterminée. Bien entendu, le peuple algérien ne s'est pas laissé berner par cette grotesque manœuvre du clan Bouteflika et continue encore et toujours à se mobiliser en nombre par millions dans toute l'Algérie, se mettant à rêver d'un avenir radieux. Jawad Bachar, est-ce que vous, cette effervescence en Algérie, ça vous fait rêver vous aussi? Ça me fait... Bonjour, excusez-moi. Donc, si ça me fait rêver, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le peuple algérien, pour son souhait d'émancipation et de liberté. Maintenant, cette conscience collective qui s'est déroulée sans violence, il faut le rappeler, est un message aussi très fort pour les mouvements citoyens, dans l'expression aujourd'hui d'une revendication sociale, politique et culturelle beaucoup plus large que celle que prévoit le pouvoir actuellement en place en Algérie. Mais je n'ai pas vocation à faire des déclarations ou à avoir des positions sur la politique intérieure algérienne.
Vous, Hassina Meshaï, vous suivez de près ce mouvement, c'est ça, ces manifestations. Absolument. Et qu'est-ce que vous ressentez en regardant vraiment cette effervescence actuelle? Ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à la journaliste, un intérêt absolu et vraiment l'impression de vivre un moment historique. Et si vous vous adressez à la franco-algérienne, juste un enthousiasme débordant. Parce que j'ai l'impression que les Algériens se découvrent, se voient dans le regard que l'international, la communauté internationale ou les opinions publiques internationales leur renvoient. Et il y a une espèce d'effet, bénéfique simplement de dignité, d'une dignité retrouvée qui avait été longtemps niée par le pouvoir en place. D'accord. Merci à tous, c'était tout pour cette première revue d'actualité. Nous passons maintenant au débat. Le 15 mars dernier s'est déroulé en Nouvelle-Zélande un terrible attentat qui a fait pas moins de 50 morts et 50 blessés. L'auteur de cet acte ignoble, c'est Brandon Tarrant, un suprémaciste blanc de 28 ans. Ce jour-là, il s'est rendu dans 2 mosquées à l'heure de la prière, un vendredi, et a ouvert le feu. Il s'agit de la plus grande tuerie de masse de Nouvelle-Zélande. Alors, on ne compte plus les manifestations de soutien et de solidarité qui se sont multipliées partout dans le monde. La Nouvelle-Zélande, par la voix de sa première ministre, s'est même montrée à ce titre particulièrement exemplaire dans sa démonstration de solidarité avec la communauté musulmane de son pays. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'État français et de ses représentants qui ont été particulièrement discrets alors que, il faut le rappeler, la France a été mentionnée par le terroriste lui-même comme ayant été le lieu de sa formation idéologique, notamment avec le concept du grand remplacement qui l'aurait convaincu de passer à l'acte. Pire encore que ce silence, nous avons pu voir dans les médias des réactions plus qu'ambivalentes, voire carrément abjectes. Je vous propose d'en écouter un extrait et on en discute après. On a vécu en France un terrorisme islamiste qui était assez meurtrier. On l'a vécu en France, on l'a vécu dans d'autres pays. Loi du talion, je veux bien, œil pour œil, dent pour dent. Si on veut jouer à de la comptabilité, à du match retour, malheureusement ou heureusement, enfin peu importe, mais on n'est pas encore dans l'équilibre. Donc je pense qu'il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain du match retour. L'islam. Ouais. Je voulais juste finir, sur un truc, Laurent, je vous laisse tout de suite la parole. C'est qu'il faut faire attention maintenant, si vous voulez, à ne pas criminaliser toute critique de l'immigration ou toute personne qui s'inquiétera du changement démographique de nos sociétés. Non mais c'est pas le sujet, ça. Non mais je dis, c'est pas le sujet, ça peut l'être. Sujet. Vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, mais ça va le devenir assez vite. Vous verrez. Non. Si tout cela se passait bien, si les gens se mélangeaient, si les gens allaient dans les mêmes écoles, si les gens acceptaient de partager les mêmes cages d'escalier, mais ce serait merveilleux. Sauf que ce n'est pas le cas. Sauf que toi, tu n'es pas confronté sur ta cage d'escalier avec un certain nombre de gens qui ont des mœurs, des façons de vivre différentes. Oui, je te le dis. Quand je vais dans le quartier où j'ai passé mon adolescence, et que je vois l'immense majorité des jeunes femmes, tu vois, des gamines de 20 ans, voilées, je ne veux pas de ça. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que ces phénomènes apparaissent dans des sociétés multiculturelles. Et j'ai déjà dit... Est-ce que ça remet en cause j'ai déjà eu l'occasion eu l'occasion de le dire, et je le répète ici parce que c'est tout à fait flagrant, c'est que le multiculturalisme aujourd'hui attise les tensions. Le multiculturalisme, c'est la guerre. Alors Geoffrin aime bien me répéter que le nationalisme, c'est la guerre, et je dis qu'aujourd'hui, c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire cette séparation des communautés, cette incapacité qu'ont les communautés à communiquer entre elles, cette tendance qu'elles ont au contraire à se replier, à ne pas vouloir entendre l'autre, à couper le dialogue, dans le fond amène dans des esprits fous comme ce type-là à ces genres de comportements. Parce que vous observerez que ça se passe également aux États-Unis. Alors, Hassina Meshaï, que vous inspire l'extrait qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous êtes étonné par ce genre de réaction? Alors, je les connaissais.
Et je vous avoue qu'en les ayant vus passer sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'impression que ces gens, ces éditorialistes, parce que la plupart, Riofol, Lévy, j'ai cru reconnaître Ménard aussi, étaient comme paniqués par ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande. Et j'ai pensé comme ça, de façon assez spontanée, à une phrase de Bernanos qui disait que Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. Et j'ai eu l'impression que ces gens-là disait quelque part que le tueur de Christchurch avait déshonoré l'islamophobie. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai eue, comme une espèce de fonds de commerce qui leur échappait ou qu'ils ne voulaient pas voir échapper. Vous, Jawad Bachar, avec le CCIF, vous avez décidé de réagir face à ces propos ignobles. Exactement. On souhaite maintenant mener des actions en justice parce que ce qui s'est produit, d'abord, premièrement, en Nouvelle-Zélande, c'est d'exprimer toute ma sympathie, toute ma reconnaissance aussi pour les autorités qui ont mené une action exemplaire sur place, ce qui est assez différent par rapport à la France, parce qu'on a plutôt eu un silence politique et couplé aussi d'un soutien médiatique avec une télé-islamophobie dans les réseaux sociaux, dans les médias, des heures de grandes écoutes, etc. Pour nous, c'était inacceptable parce que des propos ouvertement islamophobes ont été tenus sur les plateaux télé. On a banalisé un petit peu ce qui s'était produit. L'apologie du terrorisme était devenue un jeu comptable en réalité. Ça fait 1-0, ça fait 1-1, ça fait 2-1, on est où là ? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui entendent votre message et derrière qui passent à l'acte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islamophobie, c'est un mécanisme. Ça part d'une simple parole libérée à une action violente. Et dans les actions dans les personnes qui nous saisissent au quotidien, au CCIF, nous avons effectivement des personnes qui ont été agressées parce que musulmans, qui ont été insultées parce que musulmans, et parfois ça va beaucoup plus loin. Et ce sont principalement des femmes qui sont victimes de l'islamophobie, violente, agressive. Et ça, c'est pas acceptable. Donc oui, nous allons entamer des procédures parce que nous savons que dès qu'il y a des déclarations islamophobes qui sont tenues dans les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux, derrière, nous avons une augmentation des actes. Notre téléphone sonne en permanence. Voilà. Donc nous menons des actions en justice. Le Figaro, la conseillère régionale de Bretagne, Marine Le Pen, et ensuite sur toutes les expressions faisant de l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Parce que la conseillère en Bretagne, elle avait parlé presque de vengeance. Œil. Oui, voilà. Œil pour œil, trois petits points. Voilà. D'ailleurs, cette idée de match retour, elle est d'autant plus stupide qu'il semble ignorer que les musulmans sont victimes Bien sûr. du terrorisme partout dans le monde. Alors, il y a quelque chose à retenir également par rapport à ces actions violentes, c'est qu'on a tous vu un petit peu le reportage de la Citadelle à Lille, les identitaires, ce reportage qui a mis en connivence 3 groupuscules, 3 groupes, un parti politique, le bar La Citadelle et le mouvement des identitaires, avec des actions violentes, des agressions filmées. Ce bar aujourd'hui est toujours ouvert. À Lyon, ils ont pris une mesure. Ils ont fermé le bar et ils ont fermé la salle de boxe. Pourquoi il n'y a pas ce courage politique en France de prendre des initiatives similaires ? D'autant plus que d'ailleurs vous parliez des fermetures de certains centres parce que faisant l'apologie effectivement du terrorisme ou autre, je ne sais pas, je ne connais pas les dossiers. Je note une action à géométrie variable. Et ce n'est pas acceptable pour le citoyen lambda qui perd confiance envers les autorités. Donc oui, au CCIF, on le mesure, on l'identifie et on constate malheureusement qu'il y a des initiatives qui impunies. Voilà. Toi, Youssef, il me semble que tu as été particulièrement scandalisé par le fait que des organisations comme la LICRA et le Printemps républicain aient organisé un rassemblement en hommage aux victimes. C'est bien ça ? Tu peux nous expliquer pourquoi ça te scandalise ? Parce que le rassemblement le rassemblement national, la LICRA et autres organisations, le républicain et autres organisations sont tout à fait coutumières de cette stigmatisation des populations, de nos populations. Ce ne sont pas des organisations qui jusqu'à maintenant se sont fait remarquer par leur grande ouverture d'esprit. Au contraire, ce sont des organisations qui en général ont très souvent banalisé l'islamophobie quand elles ne récusent
pas le terme d'islamophobie, parce qu'il faut quand même se souvenir que ces organisations, en grande partie, récusent même le terme. Et je me souviens de la DILCRA, par exemple, la DILCRA qui jusqu'à maintenant ne reconnaît pas le terme, enfin en tout cas avec son ancien président, ne reconnaît pas le terme d'islamophobie, avec une volonté à chaque fois d'amoindrir ce que subissent les musulmans ou de relativiser, etc. Et je trouve que c'est totalement indécent parce que cette grande entreprise, enfin ce grand sport national qui est l'islamophobie, reprend aussitôt. C'est-à-dire que les victimes ne sont même pas encore inhumées, qu'aujourd'hui ça reprend. Et le grand risque, et l'analogie avec l'avant-seconde guerre mondiale est tout à fait intéressant. La phrase que tu citais de Bernanos, j'avais également pensé, c'est qu'on sait très bien comment ça se termine cette histoire. On n'a jamais vu dans l'histoire un mouvement raciste comme ça qui d'un coup finalement disparaissait, finalement peu à peu. Non, jamais. Malheureusement, lorsqu'il n'y a pas un coup d'arrêt qui est franc, qui est donné à ce genre de mouvement, on sait que ce courant, au contraire, va prendre de l'amplitude. Et ces mêmes organisations, on aimerait qu'elles prennent date et qu'elles disent « Vous avez raison, nous avons pris conscience, c'est terrible, cet attentat, et à partir de maintenant, plus jamais, éventuellement nous allons lutter avec des organisations comme le CCIF ou autres pour effectivement essayer d'éradiquer au niveau des idées, parce que ce n'est pas uniquement un problème d'interdiction. C'est aussi un problème de travail dans les idées. Quand on voit tous ces journalistes, ces hommes politiques ou femmes politiques, ces éditorialistes, ces chroniqueurs et même ces académiciens, jour après jour, nous répéter qu'il y a un problème avec l'islam, le résultat il est là. Donc de voir ces gens-là qui aujourd'hui versent des larmes de crocodile, il y a un côté absolument scandaleux. On aimerait qu'effectivement il y ait une prise de conscience, mais on pense que ce n'est pas une prise de conscience, que ça a été uniquement quelque chose de cosmétique, qui a été fait pour la galerie, pour les photos, pour dire regardez, on lutte aussi contre cela. Mais nous avons de bonnes raisons de penser que c'était totalement hypocrite. Une réaction, Hugo Paletta ? Oui, si on reprend l'analogie avec l'entre-deux-guerres qui a déjà été utilisée, effectivement, il faut savoir que les régimes, notamment le régime nazi en Allemagne, a été préparé, ou le régime de Vichy en France a été préparé par des années et des années d'imprégnation antisémite en réalité. La France était notamment, le champ politique français a été gangréné par l'antisémitisme dès la fin du 19e siècle, et avec un antisémitisme qui était triomphant dans les années 30, et c'est ce qui a en grande partie préparé le terrain, avec évidemment aussi les législations d'exception dans les colonies et législation anti-migrants dans les années 30, qui a préparé le terrain, qui a légitimé par avance, d'une certaine manière, l'installation d'un régime d'extrême droite qui s'en est pris ensuite aux juifs, mais aussi à ceux qui avaient été naturalisés, en dénaturalisant les gens, etc. Donc là, ce dont témoignent ces propos qui donnent la nausée, en réalité, c'est la pénétration dans le champ politique et médiatique, très large, très profonde, de l'islamophobie depuis au moins 15 ans, ce qui est en réalité plus d'ailleurs, mais qui est le produit d'un intense travail idéologique et politique, réalisé, je dirais en premier lieu d'ailleurs par des intellectuels dans les années 80-90, notamment Alain Finkielkraut par exemple, et par des dirigeants politiques, notamment dans les années 2000, notamment dans le contexte de la préparation de la loi du 15 mars 2004 et de cette loi qui a banalisé toute une série, qui a produit et ensuite banalisé un réservoir d'arguments qui en fait continuent d'être employés pour stigmatiser et légitimer la persécution et la discrimination qui cible les musulmans et les musulmanes. On parle d'imprégnation de l'islamophobie. En parlant de ça, Jawad Bachar, est-ce que vous, avec le CCIF, vous avez pu constater que cette islamophobie qu'on entend dans le champ médiatique et politique s'est matérialisée dans la vie de tous les jours par des actes islamophobes concrets? D'ailleurs, il me semble que vous avez publié la semaine dernière un rapport, c'est bien ça? Vous pouvez nous en dire plus? Oui, malheureusement, nous l'avons publié le 15 mars, date de la loi du 15 mars 2004. Le collectif publiait son 15e rapport annuel et qui tombait hélas malheureusement avec l'acte terroriste en Nouvelle-Zélande. Donc ce que je disais au préalable, c'est effectivement oui, quand vous avez des déclarations, quand vous avez une banalisation de la parole islamophobe dans les médias ou dans des prises de parole politiques, nous derrière on observe parce qu'on est saisi, il y a des tendances. Et dès que vous avez par exemple des déclarations choc, par exemple Marine Le Pen qui dit il y a quelques années l'occupation, les prières de rue sont assimilées un peu à l'occupation, dans les grandes lignes, c'est pas mot pour mot, ça rend normal la parole islamophobe. Donc on est saisi. Et ça donne aussi un sentiment de gratuité, vous voyez, ce sentiment de gratuité d'agir. On va y aller parce que c'est gratuit, on risque rien.
Parce que derrière, il n'y a pas forcément de sanctions judiciaires exemplaires ou fortes. On sent les juges un peu timides parfois. Et même, enfin, ce qui est frappant, c'est que vous avez des gens qui, je suis quelqu'un de très pratique, hein, je pars aussi de la réalité de l'association pour vous remonter des informations ici dans le cadre de cet échange. Pour vous dire que le lien entre ce qui se passe dans la sphère médiatique a un impact direct sur la population. Et ça, nous, on le mesure, on sait l'identifier. Donc et là, il y a un danger, c'est pour ça que dans une des préconisations que le CCF émet, c'est de demander une certaine parité aussi, et un équilibre dans la prise de parole avec des experts reconnus et légitimes sur la question de l'islam, par exemple. Parce que vous pouvez avoir des contradicteurs, mais qui ne sont pas forcément à la hauteur, et derrière, vous sortez avec une image où il y a des stéréotypes, des amalgames, qui laissent une certaine incompréhension à l'auditeur. Je ne dis pas que je cherche à justifier l'acte islamophobe. Rien ne justifie la violence, qu'on soit bien clair. Mais voilà, il y a cette impunité et se laisser faire sans pour autant qu'il y ait une représentation équilibrée dans les médias, qui pousse aujourd'hui à l'acte islamophobe. Et comment on peut expliquer que malgré cette réalité qu'est l'islamophobie, la sphère médiatico-politique s'obstine à ne pas vouloir user du terme islamophobie? Hassina Meshaï? Alors, déjà, est-ce que pour les journalistes, la sphère médiatique, l'islamophobie est un délit? Le racisme est un délit, c'est dans le code pénal. Mais l'islamophobie, pour beaucoup, c'est une opinion. Et moi, je suis toujours frappée de voir qu'on encode, il y a une forme d'encodage dans l'islamophobie, de notions qui sont, somme toute, très honorables. Je m'explique. Récemment, une jeune femme a diffusé sur le réseau social de Twitter une vidéo. Elle s'était présentée dans une chaîne de grands magasins pour être vendeuse. Et ce qui m'a frappée, c'est que la responsable a reçu, très mal visiblement, lui a refusé d'étudier son CV. Et quand la jeune femme lui a dit « mais vous êtes islamophobe », la responsable lui a dit « non, je suis féministe ». Et on a souvent ça, on peut avoir sous le prétexte de féminisme de l'islamophobie, on peut avoir aussi une angoisse existentielle, c'est un peu ou civilisationnel, c'est ce qu'on voit chez Zemmour, enfin, ça sointe de ses écrits, il n'est pas islamophobe, il est juste angoissé ce monsieur. Et on a plein de choses comme ça, on a de l'ordre du ressenti aussi. Moi, je me souviens du texte, je crois que c'était Richard Millet qui avait pris le RER à Châtelet à 1 heure de grande. Et ce qui l'avait frappé, c'est de voir plein de Noirs et d'Arabes. Je paraphrase, hein, je ne sais pas exactement si c'était les mots qu'il avait employés. Et moi, je me suis dit, mais lui, il a regardé les choses de son point de vue. Mais par exemple, moi, je prends le métro dans une amplitude de 5h30 du matin jusqu'à 10h. Mon travail permet ce genre de... Le matin, à 5h du matin, je vois des Noirs et des Arabes. Je ne vais pas me dire, tiens, la France est envahie de Noirs et Arabes. Je vais simplement me dire, qui va nettoyer les bureaux le matin? Ouais. Donc, il y a aussi une façon de regarder les choses et qui traduit en fait un biais, tout simplement. Voilà. Tu es d'accord, Youssef? Je te vois hocher de la tête. Tout à fait, parce que je prends le train très tôt aussi. C'est exactement la même remarque par rapport à la fameuse phrase de Sarkozy, il y a la France qui se lève tôt. Sauf que le problème, c'est qu'on ne dit pas que la France qui se lève tôt, c'est une France qui est sacrément basanée. Et on le voit tous les jours. Alors effectivement, si on prenait le train à 10h du matin, ce serait peut-être d'autres couleurs qui apparaîtraient. Oui, la densité de mélanine s'est cassée au fur et à mesure qu'on peut dormir un peu plus tard et qu'on se rend au travail à 9h30. Mais ça, quelqu'un comme Richard Millet ou comme Zemmour ne peuvent pas le voir parce qu'ils ont des grilles totalement différentes des miennes ou de celles de Youssef ou d'autres personnes autour de la table. Et si je peux me permettre, juste la définition de l'islamophobie qui est reprise également dans les rapports de la CNCDH, etc. Donc ça dépend des instances. C'est l'ensemble des actes, propos ou écrits haineux ou de discrimination visant une personne ou une institution en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Donc ça, c'est la définition que nous, on utilise au CCIF, qui est reprise également à la CNCDH. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître l'islamophobie, comme Marine Le Pen qui vous dit qu'il n'y a pas d'islamophobie, d'autres qui divergent vers les terminologies, actes anti-musulmans, islamophobie, etc. Pour nous, la question, c'est pourquoi ça se produit? Parce que vous êtes musulman. Donc, à partir de là, il y a le caractère discriminatoire. Et on qualifie, en fait, on donne le caractère islamophobe à la situation. Mais il y a une réalité
aujourd'hui dans la classe politique, il y a une divergence à ce sujet. Il y en a qui ne la reconnaissent pas, d'autres qui n'utilisent pas les bons termes et d'autres qui utilisent le bon terme islamophobie. Pour nous, CCF, acte anti-musulman ou islamophobie, pour nous, c'est la même chose. Ouais, je peux ajouter un point, c'est simplement que c'est d'autant plus valable pour l'islamophobie, mais en réalité, ce qui est quand même très frappant quand on compare la France à d'autres pays, notamment même occidentaux, c'est à quel point le débat sur le racisme, le débat politique sur le racisme, dans un sens disons un peu sérieux du mot ou du concept de racisme, ne serait-ce que le caractère systémique des discriminations à l'embauche, sur le marché locatif, etc., à quel point ce n'est pas discuté. Bon, déjà, il y a très peu d'études scientifiques sur ces questions-là. Il y a pourtant, c'est vrai qu'il y a un problème de données, notamment statistiques, mais il y a des données sur lesquelles on peut travailler pour être sociologue et pour connaître un peu la statistique publique. Il y a toute une série de données. Il y a quand même quelques chercheurs qui bossent, mais très peu. Donc ça n'intéresse pas le champ politique. Et juste pour faire le lien avec ce dont on a discuté un peu tout à l'heure, c'est quand même frappant de voir que la France a discuté, ou en fait la sphère publique a discuté, médiatique, politique, pendant 3 jours complets sur CNews, sur BFM, du racisme anti-blanc à partir d'un clip que personne n'avait vu, d'un rappeur que personne ne connaissait. Mais ne discute jamais, n'organise jamais de débat sur l'ampleur des discriminations en France que subissent quotidiennement des millions de personnes, alors, particulièrement effectivement les musulmans et les musulmanes, mais globalement les non-blancs et les non-blanches, quoi. Et ça, c'est un non-débat en France. Donc, d'une certaine manière, la non-reconnaissance de l'islamophobie, ça s'ancre dans un problème beaucoup plus encore structurel et large, qui est même pas la sous-estimation du racisme, c'est la non-existence du racisme dans le débat public. Il n'y a pas un candidat ou une candidate à la dernière élection présidentielle qui en a fait une question centrale. Très peu, quoi. Youssef ? Oui, et un aspect des choses sur lequel j'aimerais attirer l'attention, il y a quelque chose de très grave qui, si on reprend encore l'analogie avec l'entre-deux-guerres, c'est qu'il est intéressant de noter comment dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre d'organisations qui étaient antiracistes, qualifiés de philosémites à l'époque, parce que c'était l'expression, finalement vont se retourner et vont finir dans la collaboration. Et pourquoi ? Parce qu'à mesure qu'on s'avance vers la guerre, et vu qu'en face, l'Allemagne nazie semble vraiment indétrônable, etc., et qu'on n'a pas les moyens de lutter contre le racisme antisémite, finalement on finira par dire, mais pour éviter la guerre, mais le problème ce sont les Juifs finalement. S'il n'y avait pas les Juifs, il n'y aurait pas un danger de guerre. Et c'est comme ça que ça a été analysé par des chercheurs. Finalement, on va avoir toute une série d'associations qui vont se retourner complètement et qui vont passer de la lutte antiraciste à la collaboration par simplement le fait il ne s'agit pas de les excuser, mais par le fait que les moyens nécessaires pour lutter contre ce racisme n'ont pas été mis en œuvre. Et donc, progressivement, il y a eu un glissement et ce sont ces mêmes associations qu'on va retrouver dans la collaboration. C'est absolument incroyable. Donc, ce qui se voit actuellement, quelques jours après l'attentat, on a lu des déclarations de gens qui commencent à dire mais finalement, s'il n'y avait pas les musulmans, il n'y aurait pas d'attentat. Si les musulmans n'étaient pas si envahissants, il n'y aurait pas de problème. Et c'est finalement ce qui ressort de plus en plus. C'est que finalement, le problème, c'est les musulmans, c'est pas le racisme. Le multiculturalisme. Ils remettaient la faute sur le multiculturalisme. C'est le multiculturalisme, et c'est ça qui va provoquer la réaction. Alors, des réactions certes excessives, etc., bien sûr. Et ça, le grand danger, il est là. Si les choses ne sont pas mises en place au plan politique, au plan idéologique, au plan de l'éducation, pour lutter contre cela, c'est vers cela qu'on va arriver. Passer la première émotion, il y aura, je le crains, et je ne le souhaite évidemment pas, à Dieu ne plaise, mais un deuxième attentat, un troisième, et finalement, cette banalisation va faire que finalement, le cœur du problème, c'est le multiculturalisme, c'est les musulmans. Si chacun était à sa place, dans l'échiquier mondial, ça ne se produirait pas. Dernièrement, il y a eu l'affaire Decathlon. Alors, pour rappel, Decathlon a voulu vendre un hijab de sport, et cela a provoqué un tel scandale que Decathlon s'est senti obligé de le retirer de la vente. Cette énième affaire, elle a fait réagir à l'étranger, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, où ils ne comprennent pas cet acharnement de la France sur les femmes voilées. Donc là, on pourrait presque parler là d'une spécificité française. Mais moi, il y a surtout quelque chose qui est un peu incompréhensible pour moi, c'est que on est dans un pays qui se dit libéral, qui prône la liberté individuelle. Et en plus de ça, on a comme représentant président un grand représentant du néolibéralisme économique. Et dans cette logique néolibérale, le plus important, c'est les affaires. Donc, si on est un néolibéral pragmatique, le hijab de sport, ça devrait être vu comme une marchandise en plus, et la communauté musulmane aussi comme une part de marché en plus. Et pourtant, la France, elle ne veut pas voir les choses de cette façon. Hugo Paletta, vous qui vous inscrivez dans la gauche radicale, comment on peut expliquer ce paradoxe d'un point de vue marxiste ? Alors, c'est une question facile, mais
Alors d'abord, c'est un point peut-être plus général, même presque de méthode. Effectivement, souvent le marxisme est pris comme quelque chose qui explique tout par l'économie. Effectivement, il y a plein de choses qui sont inexplicables si on ne prend pas en compte les aspects et les dimensions économiques. Mais l'économie n'explique pas tout, et particulièrement en politique. Et notamment, effectivement, on ne peut pas comprendre par des raisons immédiatement économiques, de rentabilité capitaliste, pourquoi l'islamophobie s'est autant développée dans le champ politique français. Il y a une autre dynamique qui est, à mon avis, qui est un peu plus complexe, qui permet de comprendre ça et qui n'est pas une dynamique immédiatement économique. C'est notamment, alors je fais vraiment très rapidement, c'est la perte de maîtrise du personnel politique de la situation en France. Le fait qu'ils perdent d'une certaine manière l'hégémonie parce qu'ils démantèlent l'État social, notamment à partir des années 80. Ils rompent en quelque sorte le compromis social sur lequel était fondée la République depuis notamment l'après-Seconde Guerre mondiale, la Sécu, les services publics, etc. Et bon, d'une certaine manière, dès les années 80, ils vont commencer à jouer cette stratégie de fait néocoloniale, comme dirait Sadr Riali, qui consiste et qui va être centrée autour de l'islamophobie. Et en fait, c'est assez frappant d'ailleurs historiquement de voir, c'est assez connu cette histoire, que les socialistes reculent sur la question sociale, donc dès le début des années 80, en gros le tournant de la rigueur c'est en vrai 82-83 déjà, et que c'est au même moment que les premiers discours islamophobes sont introduits dans le débat public par des grands dirigeants socialistes, Pierre Mauroy, Premier ministre, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et Auroux, ministre du Travail, qui font les premières déclarations en disant que les grèves dans l'industrie automobile, c'est des grèves d'intégristes, de chiites, etc. Avec des discours surréalistes par ailleurs, mais parce qu'ils sont liés au contexte de la révolution iranienne 3 ans avant, etc. Mais c'est frappant, cette coïncidence entre le recul sur la question sociale, le soutien aux ouvriers en grève, etc., et l'introduction dès ce moment-là d'une rhétorique islamophobe. Et c'est vrai que ce truc-là va s'accentuer dans les décennies suivantes. Et juste un dernier point sur le lien entre la perte de maîtrise dans le champ politique et l'intensification de l'offensive islamophobe. Macron, qui n'a pas trop joué cette carte, il faut bien le noter, notamment en dernière présidentielle, dès qu'il a été en difficulté en décembre, son premier réflexe, il a rencontré Sarkozy au même moment. Alors peut-être qu'il lui a glissé ça, mais on va faire de l'anti-sarkozysme primaire qui permet d'absoudre Macron, mais d'une certaine manière, il a joué la carte, je ne sais plus la citation, il a commencé à réintroduire identité nationale, immigration et la laïcité, ce qui est en fait, on sait très bien dans le débat politique français, un nom de code. Dès que vous parlez de laïcité depuis 15 ans, c'est un nom de code pour dire il faut parler de l'incompatibilité présumée entre la République et les musulmans ou la République et l'islam. Bon, donc c'est très frappant. Là, il l'a dit en décembre dans son allocation et dans la lettre aux Français de début janvier. Si je peux me permettre, en fait, cette affaire de Décathlon, en plus de celle d'État, montre un petit peu la transversalité de l'islamophobie qui touche un petit peu toutes les sphères. Ouais. Cette affaire de Décathlon, il y a eu 2 atteintes. Premièrement, une atteinte à la liberté individuelle. La deuxième, c'était une atteinte à la liberté de commerce, très clairement. Parce qu'il y a une boîte qui décide de commercialiser un bout de tissu et qui, par menace, parce que c'est ça dont il est question, c'est que les salariés ont été menacés et la direction de Décathlon a reculé en raison de cela, pas en raison des et on en a fait l'éloge de la pression politique. Aujourd'hui, les élus sont à cheval sur l'égalité de l'homme et de la femme, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu des menaces à l'égard du personnel de Décathlon. Donc c'est cette violence qui a régi une position de recul et pour laquelle la classe politique a soutenu, en partie, je ne vais pas dire tout le monde, mais en partie. Et ça rappelle quoi ? Ça rappelle cette histoire du Burkini. Vous savez, vous avez eu ces arrêtés municipaux que certains élus ont pris et ça leur a donné un coup de com' dans les médias et finalement la justice a tranché et a demandé l'annulation de ces arrêtés. Pour ne pas aller sur ce terrain-là, on a plutôt agi sur le terrain de la violence et de l'intimidation. Donc ça, c'est vraiment interpellant parce que ça montre quoi ? Ça montre qu'aujourd'hui, que la réalité, que la liberté individuelle, la liberté au sens large, elle est régie par quoi ? Par des forces qui vont user de la violence et de l'intimidation pour faire fléchir un groupe ou des élus où on va aller où ? On va aller comme ça jusqu'où en fait ? C'est ça le vrai danger. Et là, il y a vraiment une dérive parce que là, il y a eu de la violence à l'égard des personnels, des menaces. Ouais. Voilà. Et ça, c'était important pour moi de le souligner parce qu'on a été interpellé à ce sujet. Et là, j'ai parlé d'une spécificité française. Reste que l'islamophobie, elle est répandue dans le monde. On la trouve même dans des régions où on ne pensait pas la trouver, comme en Nouvelle-Zélande, où, je le rappelle, il y a 40 000 musulmans, soit à peine 1% de la population. Si on prend en compte l'islamophobie qui ne serait pas en Europe,
aux États-Unis, on se rappelle du Muslim ban, mais aussi des cas plus tragiques comme les Ouïghours en Chine ou les Rohingyas en Birmanie. Est-ce qu'on pourrait affirmer que l'islamophobie c'est devenu un phénomène mondial? Et si oui, quelles en seraient les raisons? Nommé Shai. J'avoue que répondre à cette question me semble un peu compliqué. Oui. J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez sur la presse internationale, parce que vraiment ça c'est mon sujet. Je suis toujours vraiment frappée de la différence que j'observe entre les médias internationaux et les médias français. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec des collègues journalistes étrangers, ou quand des rédactions internationales me commandent des papiers sur la France, j'ai l'impression qu'on me parle d'une psychose, d'une névrose ou d'une psychose française. Et quand je parle avec des collègues français, c'est très rationnel. Il n'y a pas d'islamophobie, il y a du communautarisme, il y a des atteintes à la laïcité. Donc je me retrouve toujours entre deux feux. Et quand j'explique à mes collègues, à des rédacteurs en chef étrangers que non, la France, qu'il n'est pas forcément intéressant de toujours faire des sujets sur le voile et l'interdiction du voile, ils ont l'impression qu'en fait, la France est un vaste pays islamophobe et qu'il n'y a que ça. Et quand je parle avec des collègues français, ils vont me dire mais non, c'est les journalistes étrangers qui ne comprennent pas notre façon de vivre, qui ne comprennent pas notre modèle social. Donc c'est très intéressant ce hiatus, ce double... Est-ce qu'avec le CCIF, vous avez des relations avec d'autres associations dans d'autres pays qui luttent aussi contre l'islamophobie? Et est-ce qu'elles parlent d'une spécificité française ou elles trouvent les mêmes expériences dans leur propre pays? Ce qui est inquiétant surtout, c'est que le modèle français sur l'islamophobie s'exporte progressivement en Belgique, dans des pays francophones, qui ont cette tradition francophone. L'islamophobie n'est pas une réalité franco-française, elle a sa dimension internationale. Et il existe de nombreuses associations similaires à celle du CCIF qui militent aussi pour la lutte contre l'islamophobie. Donc dire qu'il y a un caractère international de la dimension de l'islamophobie, ça semble être une évidence. Maintenant, la spécificité française, elle touche vraiment les pays. Par exemple, il suffit de passer la frontière belge, on retrouve les débats français, les problématiques françaises qui commencent à gagner du terrain dans le débat politique, public, audiovisuel, sur la scène belge. Ça existe, parce qu'il y a un collectif qui s'appelle le Collectif contre l'islamophobie en Belgique, qui est un peu la même chose que celui que la France. Et on a cette réalité qui s'exporte de plus en plus dans certains territoires européens. Oui, donc il y a l'islamophobie qui s'exporte partout dans le monde et on peut penser que là-dedans la France elle occupe une place particulière, ne serait-ce que dans sa production théorique. Donc on l'a vu avec le terroriste Brennan Tarrant qui, avant de commettre son attentat, il avait publié un manifeste intitulé Le Grand Remplacement. Donc le Grand Remplacement, c'est un concept inventé par Renaud Camus et selon lequel il y aurait en Europe et surtout en France le remplacement d'un peuple qui serait blanc par celui d'un autre peuple, donc non blanc. Donc est-ce que là on peut dire que en termes de production théorique, la France est devenue la capitale de l'islamophobie mais aussi du racisme en général? Hugo Paletta. Alors, sur le grand remplacement, il y a un élément en plus dans cette théorie entre guillemets. C'est pas simplement un phénomène démographique qui est réel, qui est qu'il y a des minorités non blanches en Europe qui sont très significatives, particulièrement en France, etc. Bon, c'est un phénomène démographique connu, lié évidemment à l'impérialisme et puis au colonialisme. Des problèmes démographiques. Voilà. Mais la thèse derrière, c'est pas seulement ça. Il y a eu des décisions prises par des élites remplacistes, dit Renaud Camus. Mais Marine Le Pen a exactement le même terme. Elle dit les élites mondialistes, mais elle dit exactement, j'ai repris un discours là récemment qu'elle a tenu en septembre 2018, elle ne dit pas l'expression grand remplacement, elle a déjà dit par le passé remplacement, elle n'était pas grand, mais c'était quoi. Mais là elle dit plus du tout remplacement, grand remplacement, mais elle dit cette même idée que les élites ont planifié méticuleusement, c'est son mot, alors pas le remplacement, mais la submersion migratoire de la France, etc. Ou si je peux me permettre, c'est à partir d'un rapport de l'ONU aussi, qui parle du remplacement
des classes laborieuses aussi. Enfin, d'une nécessité d'un apport de travailleurs dans des populations qui ont une démographie qui est en train de s'affaisser. Bon, et voilà. Donc on va se servir, notamment, on va se servir de ce rapport de l'ONU. C'est ce que dit Rioufol dans le passage de tout à l'heure. La suite, c'était cela en fait. Hein. Donc par rapport à cela, et alors après donc effectivement il y a une exportation à partir de textes de Renaud Camus. Il y a aussi le fait que le FN a été dans les courants d'extrême droite au niveau mondial un de ceux qui a le plus tôt connu un grand succès sur le plan électoral. Donc effectivement il a inspiré, même s'il n'a pas été en réalité pionnier dans l'islamophobie, hein, en réalité c'est assez tardivement, et c'est plutôt avec Marine Le Pen que l'islamophobie se développe au FN, mais on pourra peut-être y revenir. Mais la place centrale de l'extrême droite en France depuis maintenant plus de 35 ans a fait que beaucoup ont regardé vers la France, comme d'ailleurs l'extrême droite française regardait plutôt vers l'Italie dans les années 80, parce qu'il y avait un mouvement d'extrême droite post-néo-fasciste, disons plutôt à l'époque, le MSI qui était fort. Et je voudrais juste souligner, parce qu'on a tendance à être, parce qu'on est aussi français du coup à être auto-centré, mais malheureusement l'islamophobie intellectuelle est extrêmement développée dans notre pays. Si vous voulez, chaque pays presque en Europe occidentale a l'équivalent de son Zemmour. Je veux dire, l'Italie a eu Oriana Fallaci, défendue par Finkielkraut quand son bouquin a été traduit. Youssef pourra nous en parler. Oui, parce que c'est Youssef pourra nous en parler. C'est un échange entre Finkielkraut et moi. Celle-là même qui disait que les musulmans se reproduisent comme des rats, etc. Après, il a justement dénié le fait qu'il avait soutenu, etc. Mais en Allemagne, on a aussi des théoriciens islamophobes, et à chaque fois, c'est des gens qui vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, voire davantage. Hein. Donc, on pourrait trouver à peu près des théoriciens islamophobes en Inde, parce que l'islamophobie est très présente vis-à-vis de la minorité musulmane en Inde. Donc, effectivement, c'est un phénomène mondial. Alors, et juste un dernier point, qui n'est pas réductible, mais qui est quand même lié au fait que, notamment en Occident, c'est le versant interne de l'offensive impériale ou néo-impériale, qui notamment prend une très grande ampleur après le 11 septembre 2001 et avec l'invasion de l'Irak. Je veux dire, c'est aussi à la fois ce qui permet de justifier les interventions militaires et par ailleurs de construire un ennemi de l'intérieur qui aussi justifie les mesures autoritaires prises au nom de l'antiterrorisme, qui est un nom de code pour la lutte menée en réalité la lutte politique contre les descendants de colonisés, je veux dire, en France notamment. Donc c'est aussi ça qui lui donne un côté, notamment en Occident, un côté internationalisé. Sur la spécificité française, c'est aussi de regarder les choses par rapport au principe de laïcité, qui est devenu dévoyé en réalité, par rapport à son sens originel. C'est qu'aujourd'hui, sous couvert de laïcité, on va discriminer. D'ailleurs, pour votre information, 55% des actes islamophobes émanent des institutions. Dans l'administration, on discrimine. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'études sociologiques qui montrent qu'en réalité, dans l'administration, c'est là où on a le plus de discrimination, alors qu'on est censé faire respecter les principes républicains. Une laïcité dévoyée, sous couvert aussi d'invasion, ce que reprenait mon collègue de droite. C'était de droite à ma droite physique, pour pas faire de jeu de mots. D'accord. Sous couvert d'invasion, on se protège derrière un principe de laïcité qui est en réalité complètement dévoyé de son sens originel. Ça marque un petit peu le côté spécificité français. Mais j'aimerais revenir sur un point, c'est sur la construction du problème. C'est quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2004, avec cette fameuse loi du 15 mars 2004, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? On a fait une loi dans les établissements publics. Ensuite, on a regardé progressivement si on pouvait élargir cette loi à l'université, à d'autres espaces publics, etc. Et à chaque fois, on a testé la capacité de résistance des populations pour voir si elles allaient se mobiliser, revendiquer ou dire des choses. Et progressivement, le législateur a essayé d'élargir le principe de cette loi. Et ça montre en fait qu'il y a eu un terrain d'expérimentation qui s'est progressivement élargi et qui est aujourd'hui toujours d'actualité. Ça rappelle une chose qui est assez récente, c'est l'état d'urgence. On en a fait une situation d'exception et aujourd'hui c'est devenu la règle avec la loi SILT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le préfet peut faire un peu ce qu'il veut en gros. Et le juge judiciaire n'a plus réellement sa place. Donc d'une situation d'exception au lendemain des attentats, c'est devenu aujourd'hui une réalité. Et en fait progressivement le pouvoir, le législateur prépare les populations à moins de liberté pour plus de contrôle. Et ça c'est vraiment un danger.
plutôt que de l'extrême droite traditionnelle, cette idée de grand remplacement, elle provient plus de ce qu'on peut appeler l'extrême droite alternative, celle qu'on appelle l'alt-right aux États-Unis et dont on parle assez peu en France, alors qu'elle est plutôt active et elle gagne de plus en plus de terrain. Elle est très active, notamment sur les réseaux sociaux. On peut citer des noms comme Raptor Dissident, comme Papacito, comme Daniel Conversano, qui font des milliers de vues sur YouTube et qui participent à une forme d'élaboration d'une contre-culture racialiste et suprémaciste. Et je me demandais, Hugo Paletta, vous êtes aussi membre du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, et on avait vu que des membres du NPA avaient dû affronter un groupe qui fréquente ces milieux-là pendant une manifestation des Gilets jaunes. À Toulouse. Oui, à Toulouse. Est-ce que selon vous, on ne minore pas un peu l'importance de cette extrême droite alternative qu'on réduit à des groupuscules aux idées un peu marginales ? Oui, alors effectivement, d'ailleurs moi je les traite assez peu dans le livre, donc je témoigne peut-être de cette sous-estimation. Effectivement, elle est peut-être un peu coupable, parce que sur un plan effectivement intellectuel, c'est des gens qui ont sans doute davantage renouvelé en réalité le répertoire idéologique de l'extrême droite. Alors c'est pas les premiers, les identitaires. Antérieurement, il y avait eu ce qu'on avait appelé la nouvelle droite, dont Maigret était... il y a deux versants, il y avait le Club de l'Horloge et le Grèce, mais Maigret était issu de ces courants-là. Ils ont beaucoup renouvelé, notamment culturalisé le racisme. Ils ont vraiment fait ce travail qui a permis de passer, qui est maintenant abouti. La revue Éléments, elle était, de ce point de vue, la revue Éléments d'Alain Benoît était vraiment... Tout à fait, c'est-à-dire notamment de passer du vieux langage qui est plus prononçable de l'inégalité des races au langage de l'incompatibilité des cultures qui arrive assez rapidement vers la hiérarchie des cultures. Mais qui a permis effectivement de légitimer le racisme, de donner une forme banalisée, acceptable, voire respectable. Donc effectivement, sur un plan intellectuel, ils ont eu un rôle très important, et puis ils ont un rôle qui risque malheureusement de se développer, en tout cas je l'espère pas, mais qui est un rôle d'intimidation physique, d'intimidation sur les réseaux sociaux, de manière en général, il y a vraiment des essaims de militants identitaires autour du site F de Souche, etc., mais qui ensuite englobe d'autres officines de type la LICRA, le Printemps républicain, etc. C'est très souvent comme ça que ça marche, sur Nick Conrad ou sur le hijab de Running, etc. On a vraiment vu ces réseaux-là se mobiliser, des identitaires, donc F de Souche, etc., le Printemps républicain, des députés ensuite de droite, du PS, etc. Donc ils ont un rôle d'intimidation, de harcèlement, et parfois de harcèlement physique. On l'avait vu il y a un an et demi, il me semble, dans la mobilisation étudiante, par exemple, dans le Sud, on avait vu des militants d'extrême droite agresser physiquement des étudiants qui occupaient un amphithéâtre. Malheureusement, je crains qu'on ait le développement dans le sillage du succès électoral du FN, qui vraiment est la vitrine, en fait, et le vaisseau amiral de l'extrême droite, autour duquel vous avez ces petites embarcations que sont ces groupes militants, qui viennent, en fait, agresser des militants, des groupes, que ce soit des groupes de la gauche radicale ou de la gauche en général, des mouvements sociaux, des mouvements antiracistes, et pas forcément des mouvements radicaux par ailleurs. Malheureusement, je pense que on a par ailleurs à se préparer à ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de se défendre. Ça pose aussi une question d'autodéfense, parce que si l'extrême droite se développe, ça veut dire qu'il faut qu'on remette cette question-là sans doute au centre de nos préoccupations. Là, vous avez parlé à un moment donné de racisme culturel. Alors là on parle d'attentats islamophobes, mais l'idéologie qui a poussé à cet acte, il ne se limite pas à une haine des musulmans, il s'inscrit dans un spectre plus large qui est le suprémacisme blanc, et qui fait de tout non-blanc un être inférieur et un ennemi. Il faut aussi noter que dans cette extrême droite alternative, on n'hésite plus à parler en termes racialistes, à parler de race en termes biologiques, et même à faire une hiérarchisation naturelle des races. On peut penser par exemple à Delescin qui va parler de congoïdes, ou on a d'autres personnes qui sont un peu mal connues du grand public, mais par exemple Hassan Occident, qui est actif dans l'extrême droite, qui se prend pour un paléoanthropologue, et dont l'objectif est de montrer l'existence scientifique des races. Alors là, voilà, on parlait d'une évolution d'un racisme qui serait devenu culturel. Est-ce que là, on n'aurait pas le retour, au contraire, d'un racisme plus ouvertement biologique, Youssef ?
Je pense que ce sont des diversions. La revue Éléments, si effectivement Alain de Benoît est passé par le prisme de l'incompatibilité des cultures et disons un racisme plus, on va dire, ethnologique, ou enfin en tout cas culturel, à mon avis c'était une diversion. En fait, ils n'ont jamais cessé de penser que les races existent de façon biologique. Et je pense que tout le reste, ce sont des artifices. Ce sont des artifices de langage et personne n'est dupe. Je veux dire, voilà, c'était pour, dans les années 80, rendre beaucoup plus acceptable cette différenciation et hiérarchisation, comme Hugo l'a dit tout à l'heure. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser aller il ne faut pas se laisser berner par ce genre d'argussie. Je pense sincèrement qu'ils n'ont jamais cessé de penser qu'il existe des races et d'ailleurs il le prouve, c'est qu'on passe très facilement du culturel, de l'ethnique chez eux évidemment, au racialisme purement biologique. Comment expliquer que la situation de l'Afrique soit celle-ci? Comment expliquer? Alors évidemment on va gommer complètement l'impérialisme, on va gommer complètement justement l'invasion du monde par l'Occident à partir du XVIe siècle, mais comment expliquer, si ce n'est par des déficiences vraiment ontologiques et inscrites vraiment dans la biologie, dans la nature, etc. Et je pense que le problème, c'est qu'il joue d'abord sur la méconnaissance, enfin, sur l'ignorance, et puis aussi il joue sur une chose, c'est qu'il y a les voix pour s'opposer à cela, on ne leur donne pas la parole. Je veux dire, je me souviens qu'il y a quelques années encore, il y avait notamment quelques scientifiques qui avaient même écrit des petits bouquins par rapport à cela, pour nier cela. Mais j'étais étonné qu'aujourd'hui encore, il faille faire des livres ou expliquer que les races n'existent pas. Genre, mais c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce travail qui est fait en permanence, eh bien, ça revient. Et en permanence, ces choses-là reviennent. Parce que effectivement, les voix des antiracistes ne sont pas, on ne leur donne pas l'ampleur qu'on devrait leur donner. Et par contre, les voix des racistes, eh bien, à mon avis, elles ont plus que des porte-voix. On les entend partout, dans les librairies, partout, ces racialistes sont en train de revenir, ils sont à l'offensive, et il n'y a rien pour s'opposer, ou très peu de choses qui sont faites pour s'opposer vraiment à leur discours. Hugo, vous vouliez réagir ? Ouais, alors, aux États-Unis, la rhétorique racialiste au sens biologique n'a jamais déserté le terrain. Il y a eu un livre, notamment The Bell Curve dans les années 90, qui prétendait justifier sur un plan des Noirs, oui. Scientifique, pseudo-scientifique, l'infériorité des Noirs, scolaire, économique, etc. Bon, mais l'autre chose que je voulais dire, c'est dans les rhétoriques de justification de ce système de persécution, de discrimination qu'est le racisme, je dirais qu'il y a presque, en tout cas au XXe siècle, il y a toujours eu ce mixte en fait de rhétorique biologique et de rhétorique culturelle. Même dans le nazisme, l'antisémitisme nazi, on prétend toujours qu'il est essentiellement biologique, mais en réalité, quand on travaille là-dessus, il y avait toute une batterie d'arguments culturels qu'utilisaient les nazis. Et je vais prendre un exemple qui parle pour nous, que j'ai trouvé dans des livres sur le nazisme, qui est qu'ils ont utilisé, comme Marine Le Pen et d'autres d'ailleurs dans le champ politique français, l'argument de l'abattage rituel contre les juifs. Et une des premières mesures que prennent les nazis en arrivant au pouvoir, c'est d'interdire l'abattage rituel par les juifs. Et ils organisaient des meetings autour de ça, avec des représentants de sociétés de protection animale, des députés nazis. C'est pour vous dire que c'est, même dans le racisme, l'antisémitisme nazi, il y avait déjà ce mixte en fait entre des justifications biologiques et des justifications de type culturel. Regardez ces juifs, ils sont barbares, ils ont des méthodes barbares d'abattage, qui ne sont pas fidèles aux traditions allemandes. C'était ça la rhétorique, qui ressemble à s'y méprendre à la manière dont l'extrême droite et une grande partie de la droite, et parfois d'ailleurs une partie de la gauche, peut stigmatiser les musulmans sur cette question de l'abattage rituel et du halal. Alors, oui, allez-y. Non, simplement j'aimerais poser deux questions qui sont autant des réflexions. C'est dans quel sens va la diffusion des idées racistes et notamment de l'islamophobie? Est-ce que ça va de l'extrême droite vers la gauche, donc ce qu'on a appelé la lepénisation des esprits, ou est-ce que maintenant c'est pas l'inverse? Est-ce que l'extrême droite n'a pas tendance à courir derrière des thèses soi-disant républicaines? Quand on voit quand on écoute Finkielkraut le samedi matin, on se dit que parfois Marine Le Pen a un train de retard sur l'autre question. Est-ce que la diffusion des thèses islamophobes est ascendante ou descendante? Est-ce que ça va des élites vers le peuple ou du peuple vers les élites? À mon avis, c'est descendant. C'est une simple hypothèse que je pose et une question peut-être aussi. Oui, non, allez-y. J'allais finir parce que ça bientôt, on arrive bientôt au but. J'allais finir par une dernière question. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est sur la théorie du grand remplacement. Plutôt que d'essayer
de rassurer constamment les gens en affirmant que la thèse du grand remplacement est fausse, qu'elle n'est pas scientifiquement valide, qu'il n'y a pas vraiment de grand remplacement. Par exemple, en minorant la démographie des non-blancs, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à développer un argumentaire plus radical et en même temps plus respectueux de la dignité des non-blancs, et qu'on pourrait résumer grosso modo ainsi, oui, on est nombreux et on va l'être de plus en plus, quel est le problème ? Alors moi, je ne dirais pas que la question est quantitative, je dirais qu'elle est qualitative. C'est pas qu'on est plus nombreux, c'est qu'on est plus, on nous voit plus, on nous entend plus, on est plus ostensible ou ostentatoire, pour reprendre les mots. On ne rase plus les murs comme nos parents ont pu les faire, et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui peut à la limite déranger, c'est qu'on a les codes, on a absolument les codes sociaux, les codes médiatiques, et on se manifeste. C'est vraiment pas une question de quantité, mais de qualité, il me semble. Mais est-ce que si on était vraiment de plus en plus nombreux, ce serait vraiment un problème ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut être plus représentatif et créer un rapport de force. Ce rapport de force légitime, c'est-à-dire que c'est notre capacité à tout à chacun d'être en synergie et d'être représentatif et d'utiliser les bons leviers, c'est-à-dire s'inviter dans la politique, s'inviter dans les différents champs de la société pour pouvoir être un peu plus représentatif et créer ce rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, cette situation-là on peut pas rester comme ça ad vitam aeternam. C'est pas possible. C'est un rapport de force, je pense, parce que ça a toujours été les riches contre les pauvres, entre guillemets. Voilà. On va terminer sur ces beaux mots. Merci à vous d'avoir participé à ce débat passionnant et enrichissant. Merci encore d'avoir accepté cette invitation pour la première de Parole d'honneur radio. Nous allons maintenant accueillir Wahid Khan pour l'entretien. Merci. Celui-là sur... comme ça. Je crois que c'est... Là, il y a la bande-annonce qui est en train d'être... D'accord. Ça, c'est qui, c'est toi ? Ah non, ça, c'est Youssef. On va regarder la bande-annonce. Regarde si t'es en... Regarde les deux. Retour en France et cette nouvelle affaire, une salariée de la société Fesco qui assure le service de sécurité des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Roissy a été mise à pied en vue d'un licenciement. L'entreprise s'est séparée d'une employée qui était en lien avec les milieux djihadistes. Aurélie, ça fait 14 ans que je travaille dans cette boîte et je n'ai jamais reçu un seul avertissement. T'as changé. Rien ne montrait sur son lieu de travail qu'elle s'était radicalisée, puisque selon toutes nos informations, elle retirait son voile islamique pour le remettre par la suite. Nous sommes à un moment où nous n'avons plus le droit de prendre le moindre risque. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. La France doit être forte. Elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Il y a des gens qui en veulent à notre mode de vie, à nos institutions. Mais moi j'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Je peux vous dire que ça va aller très loin. L'injustice, elle est flagrante. Tu vas t'attirer des ennuis, ma fille. T'as une autre solution ? Il y a des milliers de perquisitions et de licenciements qui ressemblent à mon cas. Et
s'il faut qu'il y ait enregistrement pour qu'il y ait audience, eh ben je déplore toute personne qui, loin des caméras, sont victimes au quotidien des abus des forces de l'ordre. Soumaya! À chaque fois qu'on gagne une bataille juridique, une autre se déclenche, qui prend encore plus d'ampleur et on ne termine jamais. Mais je continuerai de former celles et ceux qui veulent continuer le combat. Et toi, t'en fais partie, Soumaya. Donc, bonsoir Wade Khan, vous êtes donc l'un des 2 réalisateurs du film Soumaya, dont on vient de voir la bande-annonce. J'ai eu la chance moi-même de voir le film, c'est un excellent film, saisissant, et on peut même affirmer que c'est la première fois qu'on a un film qui traite aussi bien, aussi fidèlement, avec réalisme, du thème de l'islamophobie. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avoir voulu réaliser un film sur ce thème-là? Alors merci de m'avoir reçu, déjà, merci à vous pour votre émission. Alors, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, le film a été inspiré d'un fait réel, en effet. C'est mon binôme Oubaida, en fait, qui a reçu l'interview de Soumaya, en fait, dont la vie parle entièrement. Et en fait, si vous voulez, c'est un film qui se veut aujourd'hui extrêmement intéressant dans la réalité actuelle des choses, parce qu'il met en exergue, en fait, l'identité des musulmans de France, quelque part. Et c'est vrai qu'on en a un peu assez, enfin personnellement, on en a vraiment assez de voir des films qui sont toujours dans la caricature au niveau des musulmans. Et c'était bien de parler avec un film des musulmans qui ont une identité un peu normale, leur donner une dimension un peu normale, parce qu'à force de voir des clichés de cité, des clichés, voilà, on connaît tous les clichés de femmes de ménage et compagnie, ce film-là, il retrace l'identité musulmane fidèle au terrain. Et c'est aussi avant tout un film qui se veut également dans la direction de faire passer un message de paix et d'apaisement surtout. C'est un film, c'est vrai que beaucoup de gens sont venus, la bande-annonce donne des fois des orientations qui font peur, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est un film qui est absolument pas prosélyte, absolument pas dans une dimension politique, c'est un film qui parle d'une musulmane française, mais avant tout d'une citoyenne française. Après l'identité musulmane vient après, mais c'est surtout une citoyenne française qui a justement vécu ce drame dont parle le film en fait. Et d'ailleurs, j'ai parlé de réalisme, et ça vient très certainement du fait que c'est inspiré de faits réels, comme vous l'avez mis, de certains cas traités par le CCIF. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment sur la frontière entre les faits réels et la fiction dans le film? En fait, si vous voulez, quand on fait du cinéma, on peut prendre un film et faire un scénario qui est complètement fidèle à la réalité, et là c'est le cas, mais on a dû rajouter des personnages autour du film. Après, je ne veux pas trop révéler des éléments parce que les gens ne l'ont pas vu, donc en fait si je m'étale trop, si je donne trop de détails sur la substance du détail, je vais un peu, voilà, je préfère ne pas en dire trop à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, il raconte de base l'histoire réelle, donc en fait c'est tiré d'une histoire qui a été vécue par un cheminement complexe d'une femme qui a vécu un licenciement, qui a été confrontée à la réalité d'être mis en marge. Donc c'est sa souffrance qui est mise en fait en valeur dans ce film-là. Donc en fait, si vous voulez, tout ce qui concerne la dimension profonde, humaine et même des faits sont extrêmement fidèles à la réalité. Après, on a créé des autres personnages autour du film pour romancer un petit peu, parce que quand on est réalisateur, quand on a envie de mettre en place un film et qui puisse donner une dimension forte et émotionnelle, on va rajouter des personnages. Mais tous ces personnages-là, je ne veux pas en dire trop, mais dans les grandes lignes, sont aussi des personnages qui existent dans la vraie vie. C'est un film qui est, on va dire, à plus de 80% tiré de faits réels, entre guillemets, voilà. Après, j'en dirai pas plus pour que les gens puissent le voir, après on en parlera quand il sera sorti, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais voilà. Et c'est un film qui est réalisé avec peu de moyens, c'est un véritable film indépendant. Et pourtant le résultat il est excellent, il est maîtrisé. Mais je me demandais, comment s'est déroulé le tournage? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour aller au bout du projet? En fait, la difficulté quand on fait des films de ce genre-là, c'est très souvent financier, mais nous, on n'a pas vraiment rencontré de difficultés à ce niveau-là parce qu'on maîtrise la chaîne de production. On est dans le métier depuis plus d'une décennie, donc on sait maîtriser la chaîne de production. Après, il y a beaucoup d'avantages, mine de rien, dans la production indépendante. Au-delà de ce qu'on peut dire en termes d'inconvénients, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages parce qu'on a une grande liberté d'exercice.
c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Bien entendu, on a rencontré quelques problèmes d'ordre technique. Par exemple, on a eu certains refus de tourner dans certains lieux parce que le synopsis ne s'apprêtait pas à quelque chose qui était, on va dire, conforme à ce que certaines personnes veulent. Mais au-delà de ça, on n'a pas eu autant de difficultés que ça. Après, on va dire que personnellement, là où j'ai eu de la difficulté, c'est peut-être le choix des personnages à un certain moment. Pour le casting, mais ça aussi, ça fait partie de l'aventure d'une production indépendante et moi j'ai plus vu des choses positives que négatives, moins d'inconvénients, plus de liberté, plus de plaisir à produire. Plus de liberté. Et d'ailleurs, en parlant de casting, j'ai été particulièrement bluffé par la prestation de l'actrice principale, c'est Soraya Achoumi. Ça, qui a été remarquable, mais dans l'ensemble, la prestation des autres acteurs est tout aussi bonne. Mais je me demandais, d'ailleurs, vu que ce sont des personnes qui sont globalement directement concernées par le problème de l'islamophobie, et est-ce que ça a été difficile pour elles de jouer dans un film avec un sujet aussi sensible? Comment s'est passée l'immersion des acteurs dans le film? Alors, premièrement, très souvent, les acteurs, ils ont leur propre... on va dire, ils ont des raisons personnelles de pouvoir faire du cinéma, qui leur est propre en fait. Au-delà de ça, ce film-là, au-delà de la dimension communautaire, parce que dans l'identité du film, la femme est musulmane, il défend des valeurs générales on va dire de dignité, de liberté, et toutes ces choses-là touchent n'importe quel être humain est touché par ce genre de réalité-là. Donc en fait, si vous voulez, les acteurs, quand ils ont pris connaissance du scénario, ils ont voulu interpréter les rôles de ces personnages-là qui étaient très forts. Et pour un acteur, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en avant la tension, un personnage qui est dans le déchirement, un personnage qui est également confronté à des réalités difficiles. Et ça, pour un acteur, c'est important. Donc ce qui les a motivés, c'est plusieurs raisons, je pense. Après, il faudra leur demander à chacun, il faudra leur poser la question. Mais je pense que ce qui les a motivés, c'est avant tout un scénario riche de rebondissements, d'intensité. Et ça, je pense que c'est assez important. Et au-delà de ça, c'est vrai que le film, dans sa globalité, il défend des valeurs universelles de liberté, de dignité, du droit, enfin quelque chose qui je pense, universel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait je pense qu'ils ont tous adhéré à cela. Oui, donc il n'y a pas seulement le projet politique, c'est aussi le projet artistique. Mais ce film n'est absolument pas politique, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que ce film en fait il arbore absolument pas une dimension prosélyte ni politique. C'est tout simplement l'histoire d'une femme musulmane qui s'est confrontée à une difficulté liée à une perquisition, à un licenciement. Donc en fait on a voulu représenter une femme lambda qui serait l'identité de toutes les musulmanes de France en fait. C'est pour ça qu'en fait c'est quelque chose de beaucoup plus large. Il n'y a absolument pas une connotation ni politique ni prosélyte. Et on va revenir quelques instants sur la censure que vous avez subie au Grand Rex, où vous deviez y diffuser la grande première. Est-ce que vous pouvez nous... Alors ça c'est... On avait pris la salle du Grand Rex dès le mois de décembre, on avait réservé la salle, tout était ok. Et puis un mois avant la projection en fait, elle a été annulée en fait, pour des raisons qui sont très clairement du fait qu'une fois qu'ils ont pris connaissance que le film en fait finalement parlait du cheminement d'une femme musulmane, ça a posé problème dans leur ligne éditoriale. Donc en fait nous on a ressenti ça comme une censure. Et là la question qu'on se pose aujourd'hui c'est la liberté d'expression. Elle n'est pas présente partout. Donc en fait, mais heureusement pour nous on a trouvé rapidement une salle alternative qui nous a suivis. Le CGR d'Épinay-sur-Seine, et donc on a très vite résolu le problème. Donc en fait c'était une censure qui nous a rappelé qu'il y a encore en France certaines zones dans lesquelles la liberté d'expression n'est pas présente, mais ça nous a aussi montré qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts et qui sont pour la diversité. Donc en fait on a eu ce film-là, il va au-delà d'un simple film, c'est qu'il nous a mis face à des réalités du terrain. Et là aujourd'hui, c'est un nouveau film qui a commencé pour nous quelque part, parce que c'est un film c'est comme si on avait subi la même chose que Soumaya dans le film, une forme de censure, mais c'était passagère. Aujourd'hui, on est au-delà de cela maintenant. C'est-à-dire que pour nous, c'était un épisode des aventures de la production indépendante, mais je pense qu'on est passé au-dessus de ça maintenant. Et est-ce que là, vous rencontrez aussi d'autres difficultés, par exemple pour trouver des distributeurs ou des festivals où ça commence Alors, on ne sait pas encore, parce que le film, là, aujourd'hui, il a eu sa première diffusion le 15 mars. Donc là, maintenant, on est en train de l'envoyer dans un maximum de festivals. Et c'est de là, on va avoir des réponses. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais je reste très optimiste. Parce que le film, il est beau. Et là, vous avez fait une première diffusion. Quels ont été les retours que vous avez eus globalement ?
Alors moi, personnellement, j'étais très étonné parce que j'ai eu des réponses au-delà de ce qu'on pensait et très très positives. L'un des retours qui m'a beaucoup touché, c'est une femme qui a pris la parole et à la fin de la séance et qui nous a dit merci, pour la première fois je me vois enfin à l'écran. Alors qu'en fait, elle s'est sentie identifiée pour la première fois. C'est ce que j'ai dit en fait depuis le début, c'est que l'une des raisons qui m'a poussé à vouloir aller réaliser ce film-là, c'est parce qu'il va au-delà des clichés qu'on voit habituellement à la télévision. Et c'est important de montrer une image réelle des musulmans, parce que ça va contribuer aussi à l'apaisement. Parce que très peu de gens aujourd'hui connaissent réellement l'identité des musulmans de France à ce niveau-là. Et c'est important de faire un film qui puisse aller vers une direction de créer des passerelles indirectement en fait. Donc, et les retours qu'on a eu dans la salle étaient multiples. C'est-à-dire qu'en fait, des gens de tous bords sont venus, des gens de toute confession, de toute réalité, ils sont venus et on a eu pratiquement que des retours positifs. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste pour la suite des événements. Je pense que ce film a un grand avenir devant lui. Mais après, ce sera les festivals et aux gens de le juger. Oui, donc il y a eu la censure qui... Pour balancer ça, vous avez eu des grandes démonstrations de solidarité. Exactement. Et de très bons retours pour si vous voulez, on a beaucoup plus de gens qui sont... pour le film, qui ont été touchés par sa dimension positive du film, que des détracteurs. Et en fait, je dirais même plus qu'en fait, il y a un détail, c'est que si on doit parler du Rex, le Rex a annulé, nous a censuré, mais il n'a pas vu le film. Ouais. Je suis persuadé que s'il aurait vu le film, il n'aurait peut-être pas censuré. C'est parce qu'en fait, les gens ont des préjugés sur ce genre de sujet, et ça, c'est un problème en France. Donc, je pense que le vrai problème, il est lié à cela, en fait. Et ce film, il a comme vocation, justement, de résoudre, de déconstruire les idées qui sont basées, des fausses idées basées sur les musulmans en fait. D'accord. Eh bien, merci à vous. J'espère que le film rencontrera le succès qu'il mérite. Et maintenant, on va passer à ce qui sera probablement ma chronique préférée. Youssef la raconte. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Youssef, on t'attend. Youssef. Qui dit bonjour. Youssef, c'est ta chronique. Alors, comme d'habitude, voilà, Youssef me laisse tout seul sur le plateau. Bonjour Youssef. Tu es à côté de moi, Youssef. Merci Youssef. Alors, donc on te connaît Youssef, il était en train de raconter des histoires aux personnes. Donc Youssef, pour cette première chronique de Youssef la raconte, tu voulais rendre hommage à une personne qui est décédée récemment, un peu dans l'oubli général, c'est bien ça ? Oui, je voulais rendre hommage à Courtois, à Georges Courtois, qui était un multirécidiviste, donc braqueur, multirécidiviste, etc., et qui vient de s'éteindre dans l'anonymat en Bretagne, à Quimperlé, le 19 mars dernier. Et pourquoi je voulais raviver un petit peu sa mémoire ? Parce que c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de fraternité, c'est une histoire d'honneur aussi. Alors Georges Courtois, rapidement, c'est un multirécidiviste qui a connu vraiment la misère étant petit, qui allait à la soupe populaire pour ramener à manger pour la famille, et qui d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va commettre ses premiers larcins, puisqu'on leur refusait la viande, donc il décide de voler la viande. Avec sa petite sœur, ils vont chez le boucher, puis ils servent, et ils ramènent la viande à la maison. Donc de fil en aiguille, évidemment, c'est une machine tout cela, et il se retrouve donc en maison de correction, en prison, et il va multiplier effectivement les incarcérations. Au total, il passera la moitié de sa vie en prison quand même. Il est mort à 71 ans, il a passé à peu près 34 années en prison. Georges Courtois, c'est une chose, mais il y a l'amitié, il y a une autre personne évidemment, et de qui s'agit-il ? Il s'agit de Karim Kalki. Alors Karim Kalki, qui est-il ? C'est un jeune Marocain à l'époque, et ce jeune Marocain, il se retrouve en France, et à la suite de difficultés financières, il n'a plus d'argent pour payer son loyer, donc il est complètement désemparé, il ne sait pas quoi faire, donc il va, avec un pistolet d'alarme, il va aller braquer un bureau de poste à côté, voilà, donc il sera arrêté très rapidement. Donc ces deux personnes finissent par se rencontrer en prison, et aux alentours de 1985, alors que Karim Kalki vient d'effectuer cette première peine, est en train de terminer sa peine, il rencontre en prison Courtois, qui lui additionne des années, etc. Et Courtois doit passer dans quelques temps aux assises, pour différents braquages. Et Kalki, qui lui doit sortir, promet à Courtois de venir le chercher à son procès avec des armes et de le sortir.
Pourtant, Kalki aurait pu partir, rentrer au Maroc, comme il en avait l'intention, et donc voilà, se sortir de ce bourbier français. Eh bien non, Kalki sort de prison, et il revient effectivement le 19 décembre 1985, alors en pleine cour d'assises de Nantes. Il revient avec des armes. Alors évidemment, c'est pas beau, hein, mais leur but c'était quoi? C'était pas uniquement d'extraire Courtois de la prison, c'était surtout de dénoncer le milieu carcéral. De dénoncer ce milieu carcéral et comme le dit Courtois, vous mettez un enfant dans une école de menuiserie, il devient menuisier. Vous mettez un enfant, vous mettez un jeune, comme lui a commencé, parce qu'il a été incarcéré dès l'âge de 18 ans, vous le mettez dans le milieu carcéral, il devient délinquant, il devient criminel. Et c'est ce que vous dénoncez Courtois, et donc ils vont prendre en otage la cour d'assises de Nantes, pendant 36 heures, mais c'est une prise d'otage éducative, comme Courtois le dira, où on dénonce les méfaits de l'incarcération, l'inutilité de l'incarcération. Et voilà, à l'issue des 36 heures, donc les groupements antiterroristes qui en sont à leur balbutiement à l'époque, interviennent, course-poursuite. Finalement, les trois personnes, Courtois, il y avait une autre personne, et Karim Kalki finissent par se rendre, mais à une condition. C'est Courtois qui énonce cette condition, à condition que Karim Kalki puisse être expulsé de France, puisse être libéré. Et quant à Courtois et l'autre, ils sont prêts à assumer la peine. Ils sont prêts à prendre le maximum, mais ils exigent que Karim, qui est venu au nom de sa parole donnée, soit expulsé de France. Le ministre, Pierre Jox, signera l'arrêté d'expulsion. Broussard, le commissaire Broussard, c'est celui qui effectivement, on s'en souvient, celui qui s'est occupé de Mesrine, donne sa parole. Et il a le papier de Pierre, de Pierre Jox en main. Il y croit, tout le monde y croit. Et en fait, les trois personnes se rendent, mais l'arrêté ne sera jamais effectué. Et Karim Kalki effectuera 14 ans de prison. Il sortira en l'an 2000. 20 ans de prison. Oui, alors si on additionne... Parce qu'il y a un truc qui est assez étonnant dans cette histoire. Donc déjà, il y a les images qui sont il prendra 14 ans en plus de ce qu'il a déjà commis. Mais parce qu'ils sont trois dedans. Oui. Donc il y a Karim, il y a Courtois, et il y en a un autre Patrick qui est blanc. Ouais. Et le blanc va prendre moins que Karim Kalki. Il va prendre moins alors qu'ils ont fait la même chose. Absolument. Et il prendra moins. Et non seulement ça, mais en plus, Karim va entamer des grèves de la faim en 1997, lorsque Courtois, effectivement, va sortir de prison. Lui, il est encore en prison. Ouais. Et il va entamer des grèves de la faim. Un comité de soutien va finalement agir. Et il finira par sortir de prison en 2000 et partir pour le Maroc. Oui, c'est cette belle histoire de fraternité, de parole donnée, puisqu'on est dans la parole d'honneur, que je voulais vous raconter. Et puis on parle aussi de rencontres entre les Gilets jaunes, entre les Algériens, on a vu cela. C'est une convergence. Donc, voilà. Une convergence dans la criminalité. Voilà. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout a été filmé, parce que parmi les conditions, ils ont demandé à ce que FR3 vienne assister, vienne filmer. Et donc ça a été une sorte de réquisitoire contre la prison, et qui est toujours valable, cette machine à créer des délinquants et qui ne règle absolument pas tous les problèmes de la société. D'accord. Merci Youssef, on va s'arrêter là. Je voudrais remercier encore mes invités d'avoir participé à cette grande première de Parole d'honneur radio. Je remercie aussi les personnes qui nous ont regardés ou qui nous ont écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de Parole d'honneur radio. Bravo Wissam. C'est ma faute ? Non. Ah d'accord.